Ok, bonjour à tous. On va commencer donc cette table ronde. Bienvenue d'abord, merci d'être venus. Et donc, on va commencer cette table ronde sur le sujet du commerce mondial, vecteur de paix, otage des guerres régionales. Donc, comme vous le voyez, un sujet très optimiste qui occupe finalement les débats entre intellectuels depuis très longtemps. Juste pour faire une petite référence, Montesquieu, au XVIIIe siècle, discutait déjà finalement de ce lien entre les commerces, les échanges internationaux et la guerre, la probabilité de conflit, dans une théorie qu'aujourd'hui on appelle la théorie du doux commerce, cette idée selon laquelle échanger avec d'autres pays va créer finalement des interdépendances. Chacun a besoin de l'autre pour subvenir à ses besoins. Et ces dépendances vont être pacificatrices. Donc le commerce est bon pour les relations internationales. Aujourd'hui, on voit bien que ces théories sont un peu remises en cause par les faits. On est dans des économies qui sont très intégrées du point de vue du commerce. Aujourd'hui, le commerce international atteint des volumes jamais atteints dans l'histoire. En 2022, le commerce international représente 60% du PIB mondial, donc de l'ensemble des richesses produites à l'échelle mondiale. Et donc, on a des économies qui sont très intégrées et en même temps un niveau de tension géopolitique très important. Vous savez tous que la guerre est de retour en Europe, au Proche-Orient, que les tensions géopolitiques sont extrêmement élevées entre les États-Unis et la Chine autour de la zone Indo-Pacifique. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a à la fois beaucoup de commerce et beaucoup de conflits géopolitiques. Donc, c'est évidemment un moment important pour discuter de ce lien, de ces relations entre commerce et guerre. Et pour ça, on a réuni sur cette table ronde des experts qui viennent de différents domaines, puisque c'est un domaine qui est en connexion de plusieurs types d'expertise. Donc à ma droite, on a Madame Tsipora Fried, qui est conseillère principale auprès du vice-président de l'état-major interarmée française. C'est ce qu'on m'a dit. C'est conseiller. Pardonnez-moi, je rectifie le titre parce qu'en fait, conseiller auprès du major général des armées à l'état-major des armées, conseiller stratégie et innovation. Je ne sais pas qui est vice-président, ça n'existe pas. Ok. Alors voilà, j'ai reçu une information erronée, excusez-moi. J'espère que le reste est correct. Elle est impliquée donc dans les questions de planification de la défense du futur et la stratégie militaire générale. Elle est notamment spécialiste des questions de défense européenne et de relations transatlantiques. À ma gauche, nous avons donc Serge Stroubant, qui est directeur pour l'Europe et la région MENA de l'Institute for Economics and Peace, également en charge au niveau mondial de la sécurité, de la défense et du renseignement. Il a une formation en sciences politiques et relations internationales avec une spécialisation sur les questions de sécurité, d'analyse du risque et c'est un expert du terrorisme international. Et finalement, à l'extrémité droite du panel, nous avons Philippe Trainard, qui est économiste, membre du Cercle des économistes et directeur de la Fondation SCORE pour la science. C'est un spécialiste des questions d'analyse du risque et il a travaillé et a occupé de nombreux postes de haut niveau dans l'industrie de l'assurance. Voilà, je ne vais pas prolonger cette introduction plus longtemps. Avec tous ces invités, on va essayer de revenir sur les différents aspects de cette interaction guerre et commerce qui va naturellement nous amener à parler d'économie, de géopolitique et de relations internationales. J'arrête ici, on va commencer peut-être tout de suite avec Madame Fried qui va pouvoir un peu introduire la vision du ministère des Armées sur la situation actuelle. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et ravie de voir que notre jeunesse s'intéresse à ces sujets. C'est très important, surtout dans le contexte actuel. Alors, sur la question qui est posée pour ce débat en particulier, je dirais, je la relayerai à une autre question qui était posée ce matin, c'est comment reprendre la maîtrise du monde. Et j'avoue que là, j'ai une vision un petit peu pessimiste des choses et c'est pour ça que le commerce international, vecteur de paix ou otage des guerres régionales, là aussi c'est très difficile de répondre. Tout simplement parce que nous sommes passés d'un monde compliqué à un monde complexe.
Un monde compliqué, c'est un monde où interagissent différentes variables, mais qu'on est encore capable d'identifier, de regarder les liens de causalité, effet, etc., et qu'on est capable d'analyser. Le monde complexe dans lequel on vit, on est sur une explosion des variables interdépendantes et qu'il est très difficile de prévoir comment une situation va évoluer du jour au lendemain. Comme on l'a vu d'ailleurs, il y a des exemples très précis dans ce domaine. Donc à l'état-major des armées, notre rôle, notamment dans la préparation du futur, c'est de faire de l'anticipation stratégique. Donc justement, c'est d'essayer d'identifier quels sont les risques, quelles sont les menaces et la façon d'y répondre pour, je dirais, pour aujourd'hui, pour demain, et comment est-ce qu'on a fait hier. Je veux dire, on a toujours, en fait, on est toujours dans une boucle temporelle complète. Mais ça n'est pas simple aujourd'hui et je dirais qu'on est obligé pour avoir un peu une lecture du monde de prendre des focus. Et je vais vous proposer donc de développer très rapidement, parce que je sais que j'ai peu de temps, un certain nombre des focus qui nous intéressent, hein, de ces thématiques que l'on explore au sein de l'état-major pour pouvoir avoir une idée claire de ce qu'est notre environnement stratégique et de la façon dont les armées doivent se préparer à cet environnement. Alors le premier point, c'est le retour de la dynamique des forces, retour de la guerre, comme vous l'avez dit Isabelle. Retour de la guerre, c'est pas la peine de vous faire un dessin, il suffit d'ouvrir le journal, on voit bien ce qu'il en est. Retour de la guerre en Europe, surtout, parce qu'il faut se dire que retour de la guerre, c'est une vision très occidentale. C'est en fait le fait qu'on accepte que finalement, en Europe, on puisse avoir la guerre. Parce que les guerres ont été, je dirais, il y a eu une multitude de conflits extrêmement tragiques du point de vue d'un bilan humain, et ça depuis, je dirais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre froide n'a pas empêché ces conflits. Donc la guerre existait toujours, mais je crois que le véritable changement, c'est cette guerre possible de nouveau en Europe, y compris sur notre territoire. Et c'est à cela qu'il faut se préparer. Dans cette dynamique des forces, en fait, on voit s'effacer l'ancien paradigme des relations, je dirais l'ancien paradigme qui comment dire, décryptait un peu les relations internationales. Et c'est-à-dire ce continuum entre la paix, les crises et la guerre. C'est comme ça qu'on lisait un peu les relations internationales. Or, dans sa vision stratégique de 2022, le chef d'état-major des armées a défini un autre paradigme qui est une lecture qu'on se propose d'avoir. C'est une lecture dynamique, en fait, de ces relations internationales à partir d'un triptyque compétition, contestation, affrontement, qui n'a pas de continuité en soi, mais qui est en permanence dans le monde. C'est un monde en compétition dans tous les domaines en permanence. Ces compétitions peuvent déboucher et débouchent parfois sur des contestations, c'est-à-dire des acteurs qui décident de ne pas jouer selon les règles internationales et qui débouchent sur la guerre. Je dirais, et on a ça en permanence et c'est aujourd'hui ce qui se joue, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un stade de compétition à un stade de contestation, voire d'un stade de compétition à un stade d'affrontement, tout ça en maintenant d'ailleurs des logiques de coopération. Donc voilà, donc on est dans une, je dirais, dans une difficile lisibilité de ces relations internationales. Alors quand on parle de retour de la guerre, ça a vraiment une signification. C'est pas seulement la guerre en soi, c'est pas évidemment le point de rupture, c'est le 24 février 2022, c'est l'invasion par la Russie de l'Ukraine et l'entrée dans une guerre totale qu'on n'avait pas revue en Europe depuis longtemps, même si la guerre en Yougoslavie a été dramatique. Guerre totale parce qu'elle mobilise tous les moyens de la nation et, je dirais, touche et intègre la population civile, c'est-à-dire qu'elles touchent, ça fait des victimes civiles, mais aussi parce que les civils sont impliqués dans la guerre et sont des acteurs importants de cette guerre. Alors, au-delà de ce point de rupture, donc on a d'abord les politiques de réarmement. On voit en fait aujourd'hui une course aux armements et pas seulement, je dirais, la récupération ou le tenter de retrouver un niveau de budget de défense en Europe, je dirais, suffisant pour garantir une défense européenne, mais c'est dans tous les pays. La marine chinoise est la première marine au monde aujourd'hui. Et on a le développement d'armes à très forte létalité, la recherche d'armes à très forte létalité, et notamment les frappes dans la profondeur ou les munitions téléopérées, etc. On voit même le retour de la dialectique du nucléaire.
Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et extrêmement sensible. Donc, et à côté de ce réarmement, ce que l'on voit aussi, c'est l'extension des domaines d'emploi des forces. Initialement, on avait la guerre sur la mer ou sous la mer, sur terre, dans les airs, etc. Aujourd'hui, on a l'espace, on a le cyberespace, on a l'électromagnétique et surtout, on a la guerre informationnelle. Donc ça, on aura peut-être l'occasion de si je rentre dans ce débat-là, on en a jusqu'à ce soir. Donc voilà. Donc je crois que dans cette dynamique des forces, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est la fin de l'inhibition des États. Aujourd'hui, le règlement des conflits se fait par la force. Ça, c'est lié aussi à un multilatéralisme qui s'est affaibli, mais aussi parce que tout simplement, finalement, ce sont les rapports de force qui prévalent, et on l'a vu avec le Haut-Karabakh. C'est un conflit qui dure depuis 30, 50 ans, etc. Il a été réglé en 24 heures. Je ne dis pas qu'il a été bien réglé, malheureusement, mais il a été réglé en 24 heures par la force. Donc voilà. Premier focus, donc, qui est évidemment celui qui nous intéresse, c'est bien cette dynamique des rapports de force. Le deuxième point, et je vais essayer d'être plus brève, c'est la désoccidentalisation du monde. La désoccidentalisation du monde, c'est tout simplement la perte d'influence de l'Occident et la remise en question de ses modèles. Modèles politiques, démocratiques, modèles de valeurs aussi. Enfin, plutôt, on essaye les valeurs que nous croyons universelles, on les attribue. Malheureusement, on les attribue aujourd'hui à l'Occident et on essaie de les dévaloriser comme tels. Mais c'est aussi un modèle d'ordre politique et de relations internationales qui est là aussi, qui est je dirais, pas forcément victime, mais qui est en transition, en mode de transition sous la forme de rupture par rapport au modèle de l'après-guerre, qui était effectivement, pour faire très simple, un modèle fondé sur le libéralisme, le pilier économique, et un autre modèle fondé sur la sécurité collective avec les Nations Unies et les opérations de maintien de la paix. Aujourd'hui, c'est ce modèle qui est remis en question, et notamment par des puissances autoritaires qui, je dirais, renouent avec leurs ambitions impériales et qui veulent créer un nouvel ordre international. Troisième focus, c'est celui de la mondialisation. Bien évidemment, l'évolution de l'économie, mondialisation, démondialisation, changement de nature de la mondialisation. Chacun y voit un peu ce qu'il veut y voir. Christine Lagarde, Pascal Lamy parlent plutôt de changement de nature de la mondialisation. Mais en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est la fin de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire une remise en question de l'idée que la mondialisation apporte la croissance et, je dirais, le bonheur. Donc, c'est une méfiance, et notamment venant de l'Occident. Une méfiance parce qu'on se dit, mais ça, la mondialisation, c'est la désindustrialisation, c'est la perte des emplois, c'est les délocalisations, etc. Donc, c'est l'uniformisation aussi. Et donc, la mondialisation n'a plus, je dirais, ne présente plus de vertu comme elle pouvait l'avoir auparavant, en tout cas en Occident. Le deuxième point, c'est évidemment les conséquences, c'est-à-dire le retour des protectionnismes et le retour depuis, je dirais, ou plutôt l'interrogation sur la sécurité économique depuis le Covid. On s'est aperçu que justement, nos interdépendances étaient des vulnérabilités. Nos médicaments, les masques, tout ça, on s'est aperçu qu'en fait, si la Chine fermait ses frontières, on n'avait plus rien. Donc voilà, donc ça pose des questions en matière de sécurité économique. Et je dirais, alors on pourrait là aussi s'étendre, on voit l'IRA, le CHIPS Act, etc., la montée des protectionnismes, le retour d'une volonté de réindustrialisation, etc. Il y a de beaux sujets effectivement à évoquer. Le quatrième point, un point qui est très important pour le chef d'état-major des armées et pour le major général des armées, c'est la prise en compte du changement climatique. Donc, je dirais, pour nous, on a deux manières de voir, c'est-à-dire l'impact pour nos opérations du changement climatique, c'est-à-dire nos armées sont amenées à intervenir dans des situations, je dirais, avec des climats extrêmes, extrêmement froids ou extrêmement chauds. Quand on intervient au Sahel et qu'on a du matériel qui fond sous la chaleur, ça pose des questions. On a un problème aussi, on se pose la question de la transition énergétique, de la décarbonation. On est quand même très, très dépendant du pétrole, du kérosène, etc. S'il se raréfie, comment est-ce qu'on va faire ? Je veux dire, donc voilà, donc ces questions-là. Puis le deuxième pan, c'est effectivement, c'est la montée des conflits liés aux questions climatiques. Voilà. Bon, je n'ai pas parlé de la technologie, mais il est évident que c'est un sujet que nous suivons. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup pour cette introduction donc très complète
complète, disons, des enjeux pour le ministère des Armées de la situation actuelle. Le point sur la mondialisation, l'évolution de la mondialisation et les conflits qu'elle peut créer, je pense que ça donne une très bonne transition pour aborder le point de vue, disons, de l'économie sur ces questions. Donc je vais demander à Philippe Trainard de réagir à ce qui a été dit. Confiance en ma voix, mais elle ne porte pas quand même aussi loin. Merci beaucoup, Isabelle. Disons, Lévi-Strauss parlait que la société des hommes était faite de 3 échanges: l'échange des biens, l'échange des personnes et l'échange des idées. Alors bien sûr, le commerce a plutôt trait, semble-t-il, à l'échange des biens, même si souvent, quand on va parler de commerce mondial, on va parler aussi de capitaux et parfois implicitement de mouvements de population, mais même si c'est très différent. Alors, tout d'abord, le commerce, c'est d'abord le commerce international. Aujourd'hui, quand on parle de paix, on pense d'abord à paix et guerre internationale. Et c'est vrai que le doux commerce a quelque chose de très prenant. Vous êtes, par l'échange, par le commerce, vous échangez vos différences. C'est-à-dire ces différences qui font que normalement vous allez vous taper dessus. L'échange, le commerce me dit, mais non, c'est vos différences, c'est nos différences qui vont faire notre richesse, parce que vous savez faire des choses que je ne sais pas faire, vous avez des traditions que je n'ai pas et qui m'intéressent, etc., etc. Pas besoin de développer trop. Et en outre, si on est simplement sur les biens, ça évite de déplacer des populations. Et notons bien que jusqu'à il y a quelques années, de traverser le monde était une chose coûteuse, dangereuse, et vous pouviez y laisser votre vie, votre santé. Donc échange des biens, c'était quand même préférable à échange des populations qui étaient censées rester dans l'environnement qu'elles connaissaient, tout en faisant bénéficier les autres de ce que cet environnement pouvait leur apporter de positif et qu'ils ne connaissaient pas. Alors, le petit problème, bien évidemment, c'est que nous sommes différents. C'est la source de l'échange. Mais qui dit différence, dit qu'on n'est pas égal, qu'on n'est pas des égaux, on n'est pas la société des égaux, et apparaît à ce moment-là des phénomènes de domination. Et vous voyez que tous les débats qui portent sur le commerce et sur le problème que pose le commerce international, c'est des problèmes de domination. Les Chinois nous dominent. Ils subventionnent tous leurs produits et inondent la terre avec leurs produits. Naturellement, il faut tout de suite quand même ayez un petit peu de raison quand vous entendez ce genre de propos. C'est très bien qu'1,5 milliard de personnes subventionnent 8,5 milliards de personnes, mais vous voyez tout de suite ça a quand même quelques limites et que vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain point. Souvent, les gens, de façon déraisonnable, ne le pensent pas. Je me souviens d'un camarade du ministère des Finances qui un jour me disait « Les Coréens subventionnent la production automobile et un jour, il n'y a plus qu'eux qui produiront des automobiles pour l'ensemble du monde subventionné. » Il avait juste oublié de calculer que le PIB coréen ne le permettait pas. Voilà, c'est d'où des affirmations, voyez-vous, un peu idiotes. Mais néanmoins, il y a ces effets de domination et dès le 19e siècle, vous avez un personnage comme Liszt, n'est-ce pas, qui dit « Ah, mais le libre-échange voulu par l'Angleterre, en fait, c'est pour toiser l'Allemagne. Et c'est pour empêcher à l'industrie allemande de se développer. Et donc, pour développer cette industrie allemande, il ne faut surtout pas de libéralisation du commerce. Il faut la développer derrière des protections. » Voilà. Et on sait d'ailleurs à quoi a mené ce raisonnement de Liszt, puisque c'est cette concurrence entre les grandes puissances, France, Allemagne, Angleterre et Russie, qui conduit à la Première Guerre mondiale, où il y a une dimension commerciale. Cette dimension commerciale ne peut pas être totalement passée sous silence. Mais au fond, si nous regardons la période actuelle, la mondialisation qui est à l'œuvre depuis 50 ans, elle paraît pas avoir été elle est source de conflits. On le voit bien entre les USA et la Chine, de tensions, mais de façon générale, on n'a pas le sentiment qu'elle ait conduit à des guerres et qu'elles conduisent dans l'avenir à des guerres, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, au fond, en dépit de la guerre en Ukraine, etc., on n'a jamais autant échangé qu'aujourd'hui, même les Russes. Alors, il y a aussi le commerce, il ne faut pas l'oublier au plan intérieur, n'est-ce pas? Parce qu'au plan intérieur, on a aussi des tensions, et beaucoup des tensions internationales viennent du plan intérieur. C'est parce qu'on a une population, une partie de la population qui dit qu'elle ne profite pas du commerce extérieur, que le commerce extérieur pourrait
devenir une source de conflit, n'est-ce pas? Normalement, le commerce international doit vous enrichir, n'est-ce pas? Et cet enrichissement crée une certaine paix sociale. Quand tout le monde s'enrichit, on est plutôt content par rapport à la situation où l'on est, où on l'a s'appauvrit, et même les questions d'inégalité peuvent passer au second emploi. Mais là, on voit bien que quand ça percole, quand le commerce international percole à travers des différentes culturelles, des hétérogénéités dans la capacité à s'adapter à la mondialisation et à des nouveaux produits, eh bien, on peut penser à une asymétrie, n'est-ce pas, en défaveur des personnes les plus faibles, avec des perdants et des gagnants, et donc des luttes sociales au niveau national, et des luttes sociales qui se transfèrent ensuite au niveau international. Mais notez bien une chose qui est absolument sûr, et d'ailleurs ce sera un peu mon mot de conclusion de ce petit propos liminaire, c'est que l'économie, le commerce réduit la pauvreté. S'il est susceptible d'accroître les inégalités du fait des capacités de réaction de différentes populations, de différentes personnes au même défi, n'est-ce pas, qui est la mondialisation, en revanche, le commerce international enrichit tout le monde, n'est-ce pas? Et les pauvres sont beaucoup moins pauvres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au début des années 80, ce qui limite d'ailleurs assez notoirement, n'est-ce pas, les luttes sociales les plus vigoureuses, et certains ont pu ainsi qualifier par exemple les gilets jaunes plus de jacquerie que de lutte par exemple des classes. Donc au total, je crois qu'il faut dire que le commerce international a réduit la pauvreté dans le monde. Ça, c'est une donnée de base, a diminué les inégalités mondiales, n'est-ce pas? Les plus riches dans le monde et les plus pauvres dans le monde sont moins distants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Elle a accru le pouvoir d'achat de la très grande majorité des hommes et des femmes. Elle a favorisé la mobilité des personnes, n'est-ce pas? Et les échanges entre les personne. Je vis dans une entreprise où je peux rassembler un auditorium comme le vôtre aujourd'hui. À la seule différence de notre auditorium d'aujourd'hui, je suis dans une entreprise où ce sera beaucoup moins monoculturel que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et tout ce monde-là travaille ensemble, échange ensemble. Et de ce point de vue, je dirais même que la globalisation a apporté bien plus que nous n'en attendions à la fin des années 80, n'est-ce pas? Mais ne nous l'aurons pas quand même, le commerce international a aussi contribué à accroître les inégalités intranationales, n'est-ce pas, en raison de l'insertion très différente des personnes selon leur capacité, n'est-ce pas, à relever des défis. Enfin, dernier point, mais je crois que nous en reparlerons probablement un peu plus tard, n'oublions pas que quand je fais la guerre, eh bien, mon premier besoin, c'est aussi de commercer. C'est illustré aujourd'hui tant par la Russie que par le récent conflit, n'est-ce pas, au Liban, qui est le pur produit d'un échange international sur des pagers et sur des talkie-walkie. Très bien, et donc on va terminer cette introduction, ces propos liminaires avec Serge Stroubans, qui va en fait réagir peut-être, ou en tout cas compléter ce qui vient d'être dit sur finalement le bénéfice économique qu'on peut attendre du commerce international, en regardant un autre aspect économique de notre débat qui est le prix de la guerre, combien ça coûte de faire la guerre. Et il se trouve que l'Institut que M. Stroubans représente est spécialisé sur ces questions-là, d'estimer le coût économique d'une guerre et le bénéfice économique de la paix. Merci beaucoup pour votre introduction et pour les deux propos liminaires déjà émis. Je pense qu'il est important, avant que je vais vraiment dans le détail des chiffres que l'Institut nous fournit, de revenir sur deux points très importants. Je pense que dans notre discussion d'aujourd'hui, il y a deux points qu'il faut extrêmement bien comprendre. C'est un, le changement de paradigme au niveau des relations internationales, et dans un deuxième temps, c'est la nécessité d'avoir une stratégie au niveau sécurité, mais aussi au niveau de votre position dans le monde aujourd'hui. Le premier point, donc on a viré d'une approche libérale qui est basée sur l'idée de Kant, dans lequel l'individu est central, dans lequel la paix est nécessaire et centrale pour pouvoir organiser les dépendances
entre États et surtout des dépendances économiques. Donc effectivement, c'est cette idée de paix démocratique en se disant les démocraties ne se font pas la guerre, et de paix économique où des États qui sont interdépendants au niveau économique ne vont pas se faire la guerre. Ça, c'est fini, c'est passé. On vit aujourd'hui dans un monde qui est un monde réaliste, dans l'approche des relations internationales, voire réaliste offensif. Donc là, c'est vraiment le machiavélisme qui se met en place, la fin justifie les moyens, où vous voyez que ce n'est plus l'individu qui est central, mais c'est l'État en lui-même qui est central. Donc je vous explique la Russie pour l'instant, là, et la Chine et d'autres pays. Donc c'est l'État qui est central, c'est la protection c'est la protection d'un côté, mais aussi le développement et la maximisation des intérêts propres de l'État. La paix est marginale, l'utilisation de l'outil militaire pour des fins atteindre des objectifs politiques ou économiques est possible. C'est exactement ce qu'on voit se mettre en place pour le moment. Le problème, c'est qu'on est dans une transition d'un monde à l'autre, et on a une Union européenne ou une Europe qui s'accroche encore, ou une approche occidentale qui s'accroche encore aux valeurs libérales des relations internationales. Et donc vous avez cette dépendance économique qui générait la paix jusqu'il y a une paire d'années, qui aujourd'hui se transforme en interdépendance toxique. Et je pense que c'est un terme qu'on a entendu souvent dans les premiers mois de la guerre en Ukraine, où on se rendait compte qu'on en a imposé des sanctions économiques à la Russie, qui sont quand même du pouvoir fort, qu'on appelle hard power en anglais, et on se rendait compte en fait qu'on s'automutilait en faisant ça, et qu'on était toujours dépendant, certainement au niveau énergétique, de la Russie. Donc ça, c'est un changement de paradigme dans lequel les échanges économiques généraient la paix ou étaient acteurs de paix, où les deux allaient ensemble, où maintenant on est dans un monde compétitif, où tout peut être mis en œuvre pour atteindre des buts stratégiques, des buts économiques et des buts politiques aussi. Donc là, on voit quand même qu'il y a une différence où le commerce a viré de génération de paix à potentiel de conflit. La deuxième chose, c'est le besoin d'une stratégie. Et c'est là où, effectivement, en Europe, on pêche un peu, parce que l'Europe en elle-même, ou l'Union européenne, c'est quand même la troisième puissance économique mondiale, c'est la troisième puissance militaire mondiale, c'est un continent complet, c'est 500 millions d'habitants, et donc on pourrait se dire on a quand même un pouvoir assez conséquent pour peser sur les relations internationales et pour maintenir ces niveaux de paix qui nous permettent d'avoir ces échanges commerciaux de manière positive. Le problème, c'est que la définition ou l'équation du pouvoir n'est pas juste une addition des différents piliers de pouvoir, qu'ils soient économiques, capacitaires ou militaires, mais c'est une multiplication. Et la deuxième partie de la multiplication, il y a deux éléments, c'est est-ce que j'ai une stratégie et est-ce que j'ai la volonté politique d'implémenter cette stratégie. Et c'est à ce niveau-là où nous, Européens, pêchons. On n'a pas vraiment on a un compas stratégique ou tout ce que vous voulez, mais quelque chose de clair qui nous dit quels sont nos objectifs à atteindre, comment y arriver. Ça, il faut chercher vraiment très loin pour y arriver. En tant que Belge, par exemple, il n'y a aucune définition en Belgique des intérêts nationaux, ni dans la Constitution, ni dans les lois, nulle part. Donc il faut qu'on se les imagine. Et donc vous vous rendez compte que même si on a toutes les capacités pour avoir une certaine puissance et pour entrer dans cette compétition de puissance, le fait de ne pas avoir une vision claire, une stratégie claire et la volonté politique de l'implémenter, certainement au niveau de l'Union européenne qui, au niveau des relations internationales, je dirais des relations internationales, n'est pas intégré complètement, on se rend compte qu'on n'est pas à la table des négociations et on n'a pas cette capacité d'influencer les processus mondiaux, globaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient géopolitiques. C'est quand même deux choses sur lesquelles je voulais revenir et mettre en place avant de partir sur la recherche que fait l'Institut pour l'économie et la paix, ou le Institute for Economics and Peace. C'est un think tank ou centre de recherche australien à vocation globale. On est responsable pour l'index global de paix, l'index global du terrorisme, le développement d'un concept de paix positive. Et comme il a été dit, quand on fait ça, on mesure, on quantifie la paix à l'intersection entre commerce, économie et paix. Et on essaie de manière statistique à mettre un prix sur le coût de la violence, et je vais y revenir plus tard. Quand on regarde l'impact du conflit sur l'économie, on se rend compte qu'un pays en guerre, ou même un pays où on a fait des recherches pour le programme des Nations Unies au développement sur l'impact de l'extrémisme violent sur l'économie des pays en Afrique, par exemple, on se rend compte qu'un pays qui est en guerre va perdre en général, en moyenne, entre 35 et 40% de son produit intérieur brut. Dans la première ou même dans la deuxième année du conflit en Ukraine, on a vu des pics jusqu'à moins 61% sur le PNB ukrainien. Donc ça, c'est quand même, on se rend compte que ceux qui subissent la guerre subissent aussi le coût économique de la guerre.
on se rend compte qu'au niveau global, le coût de la violence, c'est plus ou moins, en anglais, on est près des 20 trillions. Je pense qu'en français, c'est 20 billions. En fait, c'est 20 000 milliards investis chaque année dans la violence. C'est 13,5% du produit national, du produit global brut, donc du PNB global. 13,5% sont investis chaque année dans la violence. Et quand on regarde le développement de ces coûts, on se rend compte que 80% de ces coûts sont liés à des investissements qui sont faits pour contenir la violence. Donc l'impact direct de la violence, vous savez, des gens qui meurent par un homicide, des gens qui meurent dans un conflit, des gens qui meurent par le suicide, par exemple, c'est une forme violente pour mettre fin à votre vie aussi. On se rend compte que ça, c'est moins de 20%. 45% du coût de la violence, et quand je vous dis 20 billions, c'est une approche statistique, la réalité, ce sera plus ou moins 2 à 2 fois et demi ce chiffre-là. On se rend compte que 45%, c'est défense, donc sécurité extérieure. Plus ou moins 30, un peu moins de 30%, c'est sécurité intérieure, police, ce genre de garde nationale et ce genre de choses-là, gendarmerie. Et on voit un pourcentage croissant sur ces entreprises militaires, mais privées, qui font effectivement l'approche militaire sécurité, donc les Wagner de notre monde qui déstabilisent des continents entiers. Et là, l'approche qu'on a à l'Institut pour l'économie et la paix, c'est de se dire, mais est-ce que on est tous d'accord, et vous l'avez dit, et les chiffres le montrent, on a une recrudescence depuis 2 ans maintenant, qui est un changement de tendance d'investissement dans l'outil militaire, parce qu'on est rentré dans ce monde de compétition. On peut se demander, mais est-ce qu'on est d'accord chaque année de dépenser ces montants-là, ces montants qui sont en croissance permanente dans les dernières années, est-ce qu'on est d'accord de dépenser quasi 15% du produit national brut global à la violence? Ou est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'autre en place, des sociétés plus pacifiques, des sociétés où ce besoin de contenir la violence n'est pas aussi présent. Donc même si on est vraiment actif au niveau de l'Institut dans l'analyse de la paix, on ne va pas être utopique et dire on ne veut plus d'armée, on ne veut plus de police, Non, on sait très bien que dès qu'on vit en société, ou dès qu'il y a plus d'une personne, il faut gérer la relation entre ces personnes aussi. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a moyen de créer vos sociétés, il y a moyen de créer une société globale d'une telle manière que votre besoin en moyen de contenir la violence ne soit pas aussi élevé qu'il soit aujourd'hui. Et quelque part, dans une approche systémique qu'on appelle la paix positive, qui va regarder aux structures, attitudes et institutions à mettre en place, on se rend compte effectivement que quand vous mettez ça en place, si vous avez des hauts niveaux de paix positive, vous voyez que le genre de griefs et frustrations dans la société sont quand même assez réduits, peuvent être réglés par la médiation et la négociation, ne vont pas générer de violence ou très peu de violence, et donc vous n'avez pas besoin d'aller investir dans la gestion de cette violence. Tous les moyens que vous allez épargner à ce moment-là peuvent être réinvestis dans une société encore plus stable, encore plus pacifique, et vous créez des cercles virtueux dans votre approche de l'organisation de vos sociétés. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir une réduction possible de ces moyens de contenir la violence et un investissement clair dans le développement. Il faut vous dire, quand on part sur 2% du produit national brut dans la défense, au niveau de l'OTAN, on parle aujourd'hui déjà de 3 à 4%, on voit cette augmentation constante, le budget, lui, ne croît pas. Donc ça veut dire que tout ce que vous investissez dans la défense, c'est quelque chose que vous n'arrivez plus à investir dans d'autres domaines, tels la diplomatie, tels l'aide au développement. Et on voit effectivement que les chiffres de la pauvreté, par exemple, ont recommencé à croître il y a plus ou moins 5 ans d'ici. On voit que les chiffres de la malnutrition, dans la même période de temps, autour de 2017-2018, ont commencé à croître. Et effectivement, des crises comme le Covid ou des crises comme les guerres ukrainiennes ou à Gaza ne font que exacerber ces mouvements qui ont été déjà mis en place par des causes beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus systémiques que juste une crise ou juste un facteur qui commence à devenir un peu plus difficile. D'autres chiffres. Avec l'Institut, on a fait une projection sur un embargo valide à 40% de Taïwan par la Chine. On s'est rendu compte que juste ça aurait déjà un impact d'une réduction de l'économie mondiale, du PNB mondial de 2,8%. Au niveau de la Chine, c'est entre 12 et 15. Au niveau de Taïwan, c'est près de 40%. Et donc, on se rend compte que si de là, on part vers un conflit complet, je dirais une attaque complète, une guerre complète entre la Chine et Taïwan, on se rend compte que les États-Unis vont faire une perte de PNB de 5 à 10%, la Chine de 25 à 30 et près de 60% pour Taïwan aussi. Dans un même temps,
on se rend compte aujourd'hui, les chiffres nous montrent que les conflits ne sont plus résolus. On n'arrive plus à réduire les conflits. Il y a 30-40 ans d'ici, on avait plus ou moins entre 40 et 50% des conflits qui se terminaient soit par un accord de paix, soit par une victoire d'une des deux parties. On se rend compte aujourd'hui que ces chiffres sont descendus soit en dessous de 5%, soit en dessous de 10%. Donc on est dans une situation où les relations internationales, mais aussi le commerce international à certains moments, peuvent générer des conflits qui ne sont plus résolvables et qui vont traîner dans la durée, qui vont s'internationaliser et qui vont créer beaucoup plus de victimes que nécessaire. On se rend compte aussi pour la Chine, par exemple. Effectivement, tout le monde parle de la Chine, on regarde la région Indo-Pacifique, on voit effectivement leur pression sur le pilier économique de puissance, on voit leur approche réaliste par rapport aux relations internationales. Il faut quand même se dire que dans les 8 à 10 premiers partenaires économiques de la Chine, tous, ou quasi tous, sont occidentaux, tous font partie de l'OCDE. La majorité sont soit des membres de l'OTAN, soit des partenaires stratégiques de l'OTAN, tels le Japon, la Corée ou l'Australie. Donc imaginez juste la Chine ou les décideurs chinois devant leur table de négociation ou de décision, se dire on va partir en guerre contre Taïwan. De manière économique dans l'approche, c'est absolument irrationnel. Parce que c'est quelque part, c'est de l'autodestruction de la Chine de partir en guerre contre Taïwan au niveau économique. Le même type de raisonnement était valable pour Vladimir Poutine il y a plus de 2 ans. On est quand même dans un système de guerre, donc il n'est pas sûr, il n'est pas clair que dans cette approche de compétition géostratégique, l'élément économique soit pris en compte lors de la prise de décision, comme on l'a vu effectivement en Russie en 2022. Donc effectivement, je vais juste vous parler pour terminer mon intervention liminaire d'une collaboration qu'on a mis en place il y a plus ou moins 4 à 5 ans avec l'Organisation mondiale pour le commerce, l'OMC ou WTO, World Trade Organization en anglais. Et donc, cette institution, pendant plus quasi 60 ans ou plus, a été garant de créer la paix par les échanges économiques et de gérer effectivement cette approche libérale des relations internationales au niveau du commerce international. Ils ont effectivement aussi senti de manière interne qu'il y avait des dissonances internes, mais aussi des problèmes où le commerce international pouvait générer le conflit ou pouvait être utilisé comme arme potentielle dans le conflit. Et donc on a décidé de mettre en place cette initiative qui s'appelle Trade for Peace ou Commerce pour la paix, où, et là je suis tout à fait transparent et franc dans l'approche qu'on a eue, on s'est dit, nous, enfin eux, OMC, on est spécialiste dans les indicateurs économiques, on va mettre des indicateurs économiques dans la recherche, et vous, Institute for Economics and Peace, vous êtes spécialiste dans la paix et tout ce qui est, je dirais, indicateurs socio-économiques. Mettons les deux ensemble et faisons un index qu'on appellerait le Trade for Peace Index, qui maintenant est déjà devenu un rapport. Et donc on s'est dit, montrons le lien entre la paix et l'économie. Et donc on a mis ça sur la table, la paix et le commerce, on a mis tous sur la table, et puis on s'est rendu compte que pour pas mal d'indicateurs, ça pouvait partir dans les deux sens, en fait. En fonction, c'est pour ça que j'ai fait cette remarque au début de mon intervention, en fonction du système que vous appliquez aux relations internationales, les mêmes indicateurs peuvent partir soit vers la paix, soit vers le conflit. Et donc, pour peut-être générer une discussion plus large, on peut se dire, le commerce, comme ça a déjà été dit par les autres intervenants, peut à un certain moment générer ou diminuer les tensions sociales et être facteur de paix ou de facteur de stabilité, mais tout en même temps, et avec le même indicateur et la même approche, on peut se dire que dans un monde en compétition, là, le même indicateur peut être créateur de conflits ou peut être créateur de violence. Donc je vais arrêter là, je pense que j'ai quand même remis peut-être un petit contexte académique ou un contexte théorique par rapport à ce qui se passe. Le travail qu'on fait et l'impact qu'une guerre ou un conflit ou la violence peut avoir sur les produits nationaux bruts, l'économie d'un pays ou les échanges entre les différents pays. Et puis la recherche spécifique qu'on fait, au niveau de la paix positive, on se rend compte que dès que la paix positive augmente, tous les indicateurs économiques augmentent. Et pour une petite anecdote, dans beaucoup de pays, je parle au niveau du gouvernement et je suis
le messager de paix. Tout le monde, il y a beaucoup de régions dans le monde où ils se disent encore un type qui vient parler de la paix. Mais quand je leur dis qu'une augmentation d'1% en paix positive, c'est équivaut à 3% de produit national brut, une augmentation de 3% du produit national brut, là, ils commencent à écouter de nouveau parce qu'ils sont quand même intéressés pour se demander, tiens, de quoi il parle le type, hein, parce qu'il ne parle pas de paix, mais il parle d'économie aussi. Et donc, le point final ou le point vraiment central dans l'approche de l'IEP, c'est de se dire, il n'est pas nécessaire de faire un investissement économique pour avoir un retour sur investissement économique. Vous pouvez aussi investir dans la paix et les piliers de paix et les piliers de paix positifs, et vous allez aussi générer un retour économique sur l'investissement que vous allez faire dans la paix. Et donc, effectivement, vous allez avoir deux résultats positifs. Vous allez avoir une société qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus résiliente et beaucoup plus pacifique. Et en même temps, vous allez créer du développement économique dans ces sociétés aussi. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire, merci, c'était vraiment très intéressant de vous écouter tous les deux. Je voudrais réagir sur plusieurs choses. D'abord, effectivement, je pense que c'est une belle théorie, mais qui reste académique, parce que le monde a changé, parce que... Enfin, ce qui n'a pas changé, c'est que les guerres ne sont pas forcément rationnelles et elles ne sont certainement pas liées à des calculs économiques. Donc, je dirais là, c'est vraiment presque... On peut reprendre l'historique des guerres, ne serait-ce que la Première Guerre mondiale, on voit bien que ça n'avait rien de rationnel. Je pense qu'au contraire, le monde est devenu plus dangereux quand, d'un point de vue, je dirais, occidental, on a baissé les bras. Et on a laissé les puissances autoritaires, et les puissances, ce qu'on appelait à l'époque les compétiteurs économiques et militaires, croire qu'elles pouvaient aller jusqu'au bout de leurs ambitions et de leurs conquêtes. Je veux dire, ça a été le cas de la Chine, ça a été le cas de la Russie, ça a été aussi les ambitions de la Turquie, et ce sont aussi les ambitions de l'Iran. Donc, lorsque dans les années 2010, on a commencé à parler désarmement, lorsqu'on n'a pas pris au sérieux le discours de Munich de Vladimir Poutine en 2007, lorsqu'on a remis au centre des négociations le TIAN sur le désarmement nucléaire, et lorsque l'on n'a pas respecté les lignes rouges que l'on s'était fixées, notamment en Syrie ou en Crimée, eh bien, on a laissé la porte ouverte au conflit, parce que nous sommes face à des ennemis pour qui lesquels tout recul de notre part est, je dirais, est un signe positif pour eux pour avancer. Et donc, c'est là où peut-être je réagirais sur les 2% du budget de la défense. D'abord, la question du pourcentage, en fait, elle est très symbolique. Elle permet d'avoir simplement, je dirais, une lecture un peu plus claire des investissements qui sont conduits. Mais ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de conduire une guerre comme on envoie à nos frontières, c'est-à-dire une guerre d'attrition. Une guerre où nous allons perdre des hommes et des femmes, une guerre où nous allons passer d'une économie d'abondance à une économie de pénurie, et des guerres qui vont conduire à changer nos modèles économiques. Et ça, c'est tout le problème aujourd'hui de la défense européenne, par exemple, ou de l'autonomie stratégique européenne. Aujourd'hui, nous savons bien que militairement, nous sommes encore dépendants des Américains. Et l'OTAN qui se réarme, c'est aussi la seule façon de pouvoir contraindre la Russie. Si la Russie n'a pas, je dirais, n'est pas allée, malgré son narratif, notamment nucléaire, n'a pas franchi ses propres lignes rouges, n'est pas allée frapper des pays frontaliers de l'Ukraine et qui seraient membres de l'OTAN, c'est parce qu'il y a quand même une crainte de l'OTAN et une capacité de l'OTAN de raviver la notion de défense collective. Je pense qu'il ne faut pas être naïf aujourd'hui sur ce qui se passe dans le monde, et la nécessité de se réarmer, ça n'est pas seulement la course aux armements, c'est la nécessité aussi de penser mieux la façon dont on va s'armer, la façon dont on peut cibler l'ennemi, dont on peut le contraindre à rester dans ses propres positions pour éviter qu'il ne vienne à nos frontières et qu'ils ne viennent sur notre territoire. Je crois que le CEMA l'a expliqué, le CEMA, le chef d'état-major des armées, l'a expliqué à plusieurs reprises, et je vous encourage à regarder ses interventions, notamment
dans le cadre des universités, la chaire des questions stratégiques. C'est Paris-Sorbonne. Ce que le CEMA dit, alors attendez, excusez-moi, j'ai perdu le fil là, mais c'est que effectivement, il faut être capable de monter en puissance face à des conflits qui nous sont désormais imposés. C'est ça le retour de la guerre. Auparavant, jusqu'à présent, nos forces étaient déployées, nos armées étaient déployées sur plusieurs territoires, dans le cadre de plusieurs opérations extérieures, dans lesquelles nous nous étions investis volontairement, et notamment les opérations de maintien de la paix auxquelles nous avons participé, mais également les opérations au Sahel ou Chamal au Levant. C'était des opérations que nous avions choisies. La différence aujourd'hui, la différence de contexte, la différence d'environnement stratégique, c'est que nous ne sommes pas sûrs que nous ne nous verrons pas imposer des guerres. Et dans ces cas-là, il faut être prêt. Et on ne peut pas être prêt si on n'a pas le budget nécessaire. 1, pour préparer nos forces. 2, pour nous équiper, et nous équiper, je dirais, à la fois sur les questions de masse. On le voit bien aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, nous avons eu des problèmes pour pouvoir livrer le nombre de munitions nécessaires pour pouvoir contrer la Russie et mener des contre-offensives. Je dirais, nous lançons, on parle de conflits régionaux, en mer Rouge par exemple, l'attaque des Houthis sur les bâtiments de commerce a fait baisser de près de 60% le flux commercial qui passait par ces zones, et nous luttons. Ce sont 2 opérations qui sont conduites en mer Rouge. C'est le Prosperity Guardian qui est sous pilotage américain et Aspides qui est sous pilotage européen. Et nous sommes là pour intercepter justement les missiles et les drones des Houthis qui sont lancés sur des navires commerciaux. Mais nous les interceptons avec des missiles Aster qui sont coûteux, et que nous n'avons pas non plus en masse. Donc il faut récupérer de la masse, il faut récupérer de la technologie, et tout ça, ça a un coût. Et il faut aussi être capable de recruter, d'entraîner nos forces, etc. Donc la question du 2%, ça n'est pas une question de pourcentage, c'est une question véritablement de préparation de nos forces. Sommes-nous prêts pour le prochain conflit, ou allons-nous nous effondrer lorsque nous verrons des troupes étrangères sur nos territoires? Et quand je parle de nos territoires, ce ne sont pas seulement métropolitains, nous sommes États riverains en océan Indien et dans l'Indo-Pacifique. Et là aussi, nous avons des intérêts stratégiques et des intérêts nationaux à défendre. Et nous devons avoir les moyens pour le faire. Nous avons eu des réductions dans nos formats d'armée considérables. Nous avons payé un peu les dividendes de la paix, où le budget est devenu une variable d'ajustement pour les autres ministères, pour des dépenses sociales, pour des dépenses aussi d'aide au développement qui n'ont pas forcément d'ailleurs eu les résultats que l'on attendait. Notamment en Afrique, où ça a continué à se dégénérer avec des conflits civils, la montée du terrorisme, du djihadisme, etc. Et donc, le problème, c'est véritablement de récupérer cette capacité de frappe, cette capacité d'entraînement et cette capacité de durée. Voilà. Très bien, je suis sûre qu'on a tous envie de réagir, on a plein de questions, mais peut-être c'est un bon moment aussi pour passer à des questions de la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, il y a des gens... Voilà, très bien, super, on commence tout de suite ici. Et puis, n'hésitez pas, et puis sinon, moi, j'ai plein de questions. Oui, j'ai la parole, ou une demoiselle avant moi, non en tout état de cause, vous avez cité assez longuement, monsieur, l'Organisation mondiale du commerce. Or, si on a bien une organisation internationale qui soit des plus moribondes actuellement, c'est bien l'Organisation mondiale du commerce. Et que pensez-vous? Est-ce qu'on peut cibler l'impact que ça a eu sur l'aspect commerce-guerre, ce caractère moribond? Alors qu'on avait eu à la tête M. Pascal Lamy.
Merci beaucoup pour votre question. Je peux vous donner une réponse théorique sur votre question et revenir effectivement au fait que... En fait, ce qu'il faut comprendre quand vous passez d'un modèle libéral à un modèle réaliste, dans votre modèle libéral, ceux qui vont gérer ces interconnexions, ces échanges, c'est un modèle multilatéral. Ce sont des organisations internationales, donc on s'en réfère à des organisations internationales pour gérer ces interconnexions. Quand vous passez dans un monde qui n'est plus libéral, dans un monde qui est plus réaliste et dans un monde de compétition, mais que vous gardez vos institutions libérales pour gérer le monde, mais vous voyez effectivement que ceux qui rentrent en compétition avec vous vont utiliser ce qui reste ou ce qu'ils nous laissent garder de libéralisme pour l'utiliser contre vous. Et donc on voit effectivement que pas seulement l'OMC, mais l'OMS par exemple, avec qui on a voulu mettre en place un projet santé et paix, juste le fait d'utiliser le mot paix dans la discussion était contré par les Russes parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit pas partie du débat. Et donc maintenant on parle de santé et résilience. Et donc vous vous rendez compte que les organisations internationales qui étaient effectivement à la base de la paix jusqu'il y a quelques années ont été utilisées pendant les 20-30 dernières années, ont été infiltrées dans les 20-30 dernières années pour être utilisées à des fins de maximisation des intérêts individuels des États. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a des postes de directeurs généraux, des postes à ce niveau-là qui sont en grand nombre repris par des diplomates russes. Par exemple, dans le travail qu'on fait pour l'index global du terrorisme, quand on va au bureau des Nations Unies du contre-terrorisme, quand on va au bureau des Nations Unies pour la sécurité dans les opérations de maintien de la paix, tous les noms sont à consonance russe, c'est tous des Russes, tous les directeurs à ce niveau-là, ou les assistants du secrétaire général sont tous russes. Quand vous partez vers le commerce, donc tout marchait très bien jusqu'à il y a 2 ans dans notre collaboration avec l'OMC, maintenant le directeur général adjoint, c'est l'ancien ministre du commerce chinois. Et tout devient beaucoup plus difficile. Donc vous vous rendez compte que moribond, oui peut-être, ça c'est votre analyse. Ce que moi je vois, c'est qu'effectivement, ces outils du passé, pour les appeler comme ça, sont utilisés dans le combat de pouvoir entre les différents protagonistes aujourd'hui. Oui, je crois que Philippe Trainard voulait réagir. On va très très vite pour prendre un maximum de questions, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi, c'est pour revenir sur ce point et peut-être pour prolonger. Le commerce est un moyen. Le commerce se développe sans l'OMC. L'OMC est capable de se développer sans le commerce ou de mourir sans le commerce et en laissant subsister le commerce. Le plus extraordinaire dans la situation actuelle et qui doit nous interroger par rapport au sujet et au thème de notre séance, c'est que ceux qui demandent le plus le maintien du commerce sont ceux qui sont dans une position la plus agressive. La Russie et les États-Unis. Pardon ? Il est allumé, c'est bon ? Donc la Chine a besoin du. Les États-Unis un petit. Et que comment dirais-je, et que le commerce, il peut se passer aussi entre inégaux. Voilà. Et qu'au fond, on a intérêt au commerce, même quand on n'est pas sur un pied d'égalité. C'est ça la force du commerce, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, vous me direz, mais dans ce cas-là, le commerce n'est plus du tout en train de favoriser la paix, n'est-ce pas? Et c'est vrai que quelque part, il peut aussi servir la guerre, parce que, quelque part, le commerce reste un moyen au service de l'homme, c'est-à-dire au service de ses intentions. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne pouvait pas vraiment imaginer qu'il puisse y avoir la guerre à cause du commerce international, sauf qu'avec des céréales comme le blé, on se rend compte que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Est-ce que par hasard, en fait, on ne pourrait pas avoir dans des pays pauvres une guerre du blé ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question et qui m'amène d'ailleurs à élargir votre question parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on retombe dans des stratégies de conquête qui sont liées justement aux matières premières et aux ressources stratégiques. Alors, on s'est beaucoup posé la question sur la guerre de l'eau.
Or, en fait, on s'aperçoit que finalement, il n'y a jamais eu de guerre de l'eau en tant que telle, et qu'au contraire, la question de l'eau a été d'une telle sensibilité à un moment donné, dans, je dirais, même d'un point de vue frontalier, entre même au sein des États-Unis, le Colorado, l'Arizona, par exemple, à une époque, il y avait une tension très forte sur l'eau, mais évidemment au Moyen-Orient aussi, ou dans d'autres zones en Afrique. Et en fait, ça a généré beaucoup plus d'accords pour pouvoir essayer de gérer le problème que générer des guerres. En revanche, là où, alors sur les céréales en tant que telles, on peut tout à fait imaginer à un moment donné qu'il y ait en tout cas des affrontements ou des tensions très fortes sur les céréales. On a vu d'ailleurs la question se poser entre la Pologne et l'Ukraine, par exemple, pour des questions d'exportation des céréales, pour des questions de monopole, pour des questions de part de marché. Hein, ça s'est posé, avec des tensions fortes, mais bon, qui n'ont pas dégénéré. Mais là, ce qui nous intéresse, et notamment, alors, il y a effectivement la problématique des ressources alimentaires et d'ailleurs de l'autonomie alimentaire, mais au sein du ministère des Armées, nous nous intéressons beaucoup à la problématique des minerais stratégiques, des terres rares, de toutes les ressources dont on a besoin pour notamment les composants électroniques, pour les composants digitaux, pour les batteries, etc. Et ça, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de stratégies d'accaparement de ces ressources, à la fois soit par des alliances avec les pays, des coopérations, soit par la mainmise. Et on parlait de la Chine, le Road and Belt Initiative, les routes de la soie, cette stratégie chinoise de développement industriel et de coopération industrielle, elle repose aussi sur cette implantation dans des pays qui sont des pays sources en matière de ressources rares. On le voit avec le Brésil, l'Argentine, mais aussi en Afrique avec le Niger, etc. Donc où là, on a des tensions très fortes et il n'est pas impossible que ça puisse dégénérer dans des guerres, justement pour garder la mainmise sur des ressources, y compris des rivalités, des concurrences entre alliés. Bon, oui, pourquoi pas, hein. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais ce que vous voyez, et votre question est très intéressante, c'est ce point de retournement où le commerce qui normalement joue dans le sens de la paix, va peu à peu être utilisé dans le sens de la guerre. Donc il va jouer dans le sens de la guerre et nous pourrions retrouver des situations assez similaires à celles d'avant 1914. Nous n'en sommes qu'au début. C'est-à-dire, le commerce en fait est résilient, il continue, il se poursuit malgré les menaces, mais tout d'un coup, il va être utilisé systématiquement et utilisé non point simplement à son profit personnel, ce que les gens appelaient d'un grand mot guerre économique, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais plus exactement pour mener des guerres véritables. C'est-à-dire à ce moment-là où vous utilisez le commerce et le commerce peut très bien être utilisé. Et il y a un moyen de l'utiliser qui est très simple, qui est le moyen le plus simple, il a pour nom les sanctions économiques. Je vais juste revenir à 3 petits points très courts. Premièrement, les taux de malnutrition ont recommencé à croître vers 2017. Donc ça, c'est avant qu'on ait touché au grenier à blé européen, qu'il soit ukrainien ou russe. Les conflits aujourd'hui, et les prix du blé ou même les prix des produits agricoles étaient déjà très hauts et en hausse, même avant que ce conflit ne démarre. Donc on voit que ce conflit-là n'est pas la cause de ces deux phénomènes, qui sont eux systémiques, mais aggravent et accélèrent ce phénomène. Ça, c'est une chose. Quand vous voyez les crises aujourd'hui, les tensions, les conflits, c'est toujours à l'intersection d'une pluralité de facteurs stratégiques qui influencent paix et sécurité. Donc vous allez retrouver quelque part tout le mal du monde va se concentrer sur certains points géostratégiques dans le monde. Et donc vous n'allez pas retrouver un conflit pour un indicateur ou une raison, mais vous allez voir qu'une majorité de tous les facteurs possibles qui créent la guerre, qui créent les tensions, vont être au même endroit, au même moment, et impacter à ce moment-là, et générer effectivement une crise. Troisièmement,
c'est pas parce qu'on n'a pas de stratégie claire en Europe que les autres n'en ont pas quand ils veulent nous influencer. Et là, il faut retourner au niveau de la Chine en 1999, qui vient avec sa stratégie qui s'appelle en anglais Unrestricted Warfare. Ça veut dire une guerre sans restriction. Et donc, dans l'approche qu'ils ont, c'est de se dire, mais face à l'Occident, nous, le petit poussé, on est le David par rapport à Goliath, comment est-ce qu'on peut, donc si on va face à face, on va se faire écraser, aussi bien au niveau économique, au niveau militaire, d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on peut les influencer? Comment est-ce qu'on peut sortir vainqueur d'une confrontation avec l'Occident? Et donc là, ils sont partis sur cette idée de guerre hybride, guerre asymétrique, dans laquelle, effectivement, les premières phases sont l'influence et la déstabilisation, et puis il y a des phases militaires qui suivent. Et donc il faut se rendre compte que dans la vision, dans cette approche-là, tout ce qui est disponible à l'État pour influencer un autre État sera mis en œuvre. Donc il n'y a pas que le niveau militaire qui va régler ou générer ou mettre en place un conflit ou des tensions, mais c'est vraiment, ils nous jettent à la tête tout ce qu'ils ont, au niveau civil, au niveau militaire, de manière ouverte ou de manière couverte. Et donc toutes ces tensions qui sont mises en place, pendant que nous on investissait, comme l'a été dit, on n'investissait pas les dividendes de la paix dans la paix, eux sont partis dans une mentalité. Et donc, quand vous voyez Gerasimov en 2013 traduire il a juste traduit du chinois au russe. Ils n'ont rien inventé en Russie. Ils appliquent exactement la même chose. Donc, vous voyez, quand vous rentrez dans ce mouvement-là, eh ben, eux se disent, on est en guerre, on est en compétition, on va essayer d'influencer, pendant que nous, on ne se rend même pas compte qu'on est en guerre. On n'accepte pas le fait qu'on peut rentrer en guerre. Et effectivement, maintenant, quand on ouvre les yeux, effectivement, on se rend compte, le conflit est possible, on n'est pas bien armé, il faut qu'on fasse des choses. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans pour se rendre compte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Quelle a été l'analyse stratégique pendant 20 à 30 ans pour se rendre compte qu'il nous fallait une stratégie, pour se rendre compte qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait mettre des choses en place pour éviter, dans la situation actuelle, qui va effectivement mener à un conflit potentiel? Qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans au niveau de la réflexion stratégique? Bonjour, donc c'est un tableau bien sombre. Wow. D'entendre à ce point-là, c'est assez choquant, surtout le fait qu'avec beaucoup de cynisme, le terme résilience remplace le mot paix. C'est quand même... voilà. Donc merci pour cette prise de conscience. Je vais rajouter une petite touche de peinture noire sur ce tableau en posant la question de l'économie parallèle. Parce qu'on se demande quand même un petit peu comment la Russie, avec tous les embargos, a pu maintenir son économie et tenir le choc. Et du coup, qu'en est-il du trafic de drogue, du darknet, des bitcoins? Est-ce que tout ça s'est pris dans ces mesures qui sont déjà très pessimistes ou réalistes? Je ne sais pas, mais voilà. Qu'en est-il? Aux économistes répondre sur la question de l'évolution de cette économie parallèle. Je voudrais juste d'abord rebondir sur ce que vous dites là sur résilience et remplaçant le mot paix. Non, résilience, ça n'a strictement rien à voir. L'exemple de résilience, c'est la société ukrainienne aujourd'hui. C'est donc la capacité à affronter un choc et à revenir, je dirais, à un état anté-choc. C'est ça le principe même physique de la résilience. Sur les questions il y a trois sujets dans ce que vous dites là, sur les questions de l'économie parallèle, la Russie, etc. Ça repose la question de l'efficacité des sanctions sur la Russie, et ça c'est un sujet extrêmement complexe parce que d'abord ça s'inscrit dans une temporalité qui fait que les résultats sont différents selon le temps, selon l'objectif, etc. Et la Russie, en fait, ça n'est pas parce qu'elle a développé une économie parallèle que son économie tient, même s'il y a eu quand même des pertes de points de PIB à un certain moment. C'est parce qu'elle a contourné les mesures. C'est parce qu'en fait, c'est le pays le plus sanctionné au monde, la Russie aujourd'hui, mais c'est parce qu'elle a été sanctionnée financièrement dès 2014. Elle a vu les sanctions sur l'Iran, donc elle s'est préparée avec ses finances publiques. Elle a eu cette capacité à finalement, parce qu'elle a eu quand même le gel de la moitié de ses actifs financiers de la Banque centrale russe, notamment par l'Union européenne, des gels de plus de 40 milliards de ces oligarques
oligarques, etc., mesures financières, mesures économiques et commerciales, etc. Mais elle s'y était préparée, elle a contourné les mesures concernant l'exportation, les importations, et donc d'abord, aujourd'hui, elle est la plus grande détentrice de yuan, et elle s'était écartée du système de dollars. De toute façon, elle n'a plus accès au SWIFT, pratiquement plus. Elle a redéfini des liens de commerce avec d'autres États. Et d'ailleurs, en fait, je dirais que si on parle d'économie parallèle, on pourrait dire qu'effectivement, les Européens qui n'ont pas le droit d'acheter du pétrole russe, il se trouve qu'ils achètent du pétrole russe par l'Inde, certains pays européens. Donc il y a ces contournements. Donc voilà. Et puis l'économie russe a effectivement montré là pour le coup une résilience à laquelle on ne s'attendait pas. Elle est passée aussi en économie de guerre, c'est-à-dire qu'en fait, elle a basculé sur une industrie qui est entièrement consacrée à la production de matériel de guerre. Elle a un niveau de budget de la défense qui atteint 6% du PIB. Ça n'est pas grand-chose par rapport au moment de la guerre du Vietnam. Les Américains, c'était 12% du PIB, quand même. Donc voilà, donc, si on parle de pourcentage. Mais tous ces investissements, et je dirais les investissements privés aussi, sont consacrés maintenant aux industries de guerre. Donc elle a redéfini son modèle économique. Mais cela dit, sur le temps long, il n'est pas sûr qu'elle puisse suivre. D'abord parce qu'elle a un très gros problème démographique. Elle a vu aussi la perte de ses entrepreneurs les plus actifs qui sont partis à l'étranger, qui sont partis se réfugier. Et puis, elle s'est complètement vassalisée par rapport à la Chine, notamment pour avoir des biens manufacturés. Donc voilà. Donc, ça, c'est le point sur la Russie et sur les sanctions. Le troisième point, c'est sur l'économie parallèle en tant que telle. Donc là, je ne vais pas vous donner des chiffres, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue militaire, nous sommes très engagés sur, je dirais, la maîtrise de ces flux illégaux. Notamment, c'est l'objectif de la marine nationale et des marines américaines et européennes, enfin les marines occidentales, lutter contre le trafic de drogue. Donc, si vous ouvrez le journal, de façon très courante, vous voyez en fait des smugglers qui sont arrêtés, des trafiquants, certains tonnages de drogue récupérés, etc. Bon, c'est parfois un peu une goutte dans l'océan, mais globalement, en fait, on est très attentif justement à lutter contre l'ensemble des trafics, et c'est le rôle de la marine nationale, marine militaire, mais qui a aussi une mission d'action de l'État en mer. Voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment à répondre quantitativement, puisque par définition, l'économie parallèle, on ne la mesure pas. Par contre, juste un point qui est important que je ferai, qui est très très rapide, c'est pas parce que les sanctions sont en partie contournées qu'elles ne sont pas coûteuses. On a du mal, et c'est des débats infinis entre économistes, au-delà de l'économie, de savoir quel est le coût pour l'économie russe des sanctions. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un coût, il est là, et il se mesurera finalement pas uniquement à l'aube des points de PIB qui seront perdus par la Russie, et il y en a, les sanctions sont coûteuses pour la Russie. L'efficacité, elle passe aussi par la question de la manière dont ces pertes de richesse et la manière dont les ressources russes sont finalement détournées vers l'économie de guerre et donc ne profitent plus à la prospérité de la population, vont affecter le soutien russe à Poutine. Et ça, c'est un élément important qui n'est pas directement économique, mais les sanctions économiques, elles visent aussi ça. C'est bon. Écoutez, je ne pense pas que dans les cas concernés, d'ailleurs, l'économie parallèle joue un rôle important. Non, dans les situations où il y a de l'incertitude, l'économie parallèle a toujours tendance à monter parce qu'il y a de la corruption. Et donc, vous voyez s'installer un peu d'économie parallèle. Mais il est clair que dans le cas de la Chine versus Taïwan, dans le cas de la Russie versus l'Ukraine, la question de l'économie parallèle est tout à fait secondaire. Non, simplement, le commerce international a bien joué son jeu, c'est tout. Qu'est-ce qu'a fait la Russie? Elle a simplement réalloué son commerce international. Elle n'a rien fait d'autre. Et c'est bien l'avantage du commerce international. Quand une source se ferme, si vous êtes dans un commerce mondial, vous réallouez vos fournisseurs, vous réalisez vos clients. Et c'est ce qu'a fait la Russie tout simplement. Et pourquoi elle a pu le faire sur une aussi vaste échelle, alors même que l'Afrique du Sud, quelques années plus tard, sous l'empire des sanctions, n'a rien pu faire, ou que la Syrie n'a pas pu faire grand-chose. La Syrie, elle, a été obligée de passer par l'économie parallèle. Ça, c'est un autre point.
Eh bien, la raison, elle en est très simple. Je vais vous la faire très rapide, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 60% des États des Nations Unies sont sous sanctions occidentales. D'accord? Ça veut dire que 60% de ces pays, 60% des pays de l'ONU ont intérêt à commercer avec la Russie et avec la Chine. C'est tout. C'est pas 50%, c'est 60%. Donc il y a plus de gens qui ont intérêt à commercer avec la Chine et la Russie que de gens qui ont intérêt peut-être à commercer avec les puissances occidentales. Donc il y a un vrai problème là-dedans. Et ça, c'est le problème des sanctions. C'est-à-dire quand les sanctions deviennent un instrument universel, un petit peu, vous savez, le truc, ah, il y a un problème, tac, j'appuie sur le bouton et c'est parti. Eh bien, évidemment, la contrepartie, c'est qu'après cela, les sanctions ont un coût économique, comme le disait Isabelle, mais elles sont contournables. Et aujourd'hui, l'économie russe est une économie florissante, surtout, bien sûr, par la production militaire. Un point, parce que au-delà de l'économie russe, parce que vous avez parlé des trafics de drogue, alors c'est pas mon champ d'expertise, donc je vais rester très très superficiel sur le sujet. C'est le financement du terrorisme, lui passe véritablement par le trafic de drogue. Et ça, c'est un véritable problème. Il y a des experts, et notamment des experts financiers, qui se penchent sur ces questions pour bloquer les gels, justement, pour geler les avoirs des terroristes, et qui sont liés à ce trafic de drogue qui vient notamment d'Afghanistan, ou qui peut venir d'autres régions, bien évidemment. Mais l'Afghanistan est au cœur, évidemment, de ce trafic. Voilà, mais ça, c'est un vrai sujet qui est un sujet, je dirais, économique, et qui débouche sur un problème géopolitique. Bonjour. Tout à l'heure, vous nous avez parlé dans votre introduction des conflits, notamment vis-à-vis du cyber et de l'information. Comment le cyber est pour l'instant pas soumis à une législation? Comment vous trouvez la limite vis-à-vis de cette question, notamment de la course à l'information et du cyber? Je vais commencer par répondre, mais pas sous mon titre de directeur pour l'IEP, mais j'ai ma propre boîte de consultance en sécurité internationale, et avec un focus sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, ou la recherche de renseignements en source ouverte. Quelque part, pour nous, c'est très bien qu'il n'y ait pas trop de législation, parce qu'on arrive à trouver effectivement les renseignements dont on a besoin. Vous en avez parlé, une des méga tendances qui influence aujourd'hui la sécurité mondiale, c'est le développement technologique. Et par exemple, quand on regarde la guerre au Moyen-Orient, on se rend compte effectivement de cette dominance technologique israélienne, par exemple, par rapport à d'autres nations qui n'ont peut-être pas la même sophistication dans le matériel militaire. Et donc, le monde cyber est devenu un des champs de bataille possibles, quand l'OTAN l'a reconnu en 2014 comme étant un des champs de bataille possibles, pour continuer en 2016 en se disant, tiens, c'est un potentiel article 5. Et donc là, on s'est dit quand même, oui, mais quand on regarde le traité de l'OTAN, on voit quand même que il faut qu'il y ait une attaque armée. Donc comment est-ce qu'on peut parler d'attaque armée au niveau du monde cyber? Donc on s'est dit, ben oui, mais quand les conséquences d'une attaque cyber sont comparables à une attaque armée ou une attaque militaire, on va considérer ça comme étant un potentiel article 5. Donc vous avez tout à fait raison de dire que c'est une avancée technologique, et quand vous rajoutez à ça maintenant l'intelligence artificielle, tout ça ne fait que rendre les conflits plus complexes, les tensions plus complexes, et surtout la compréhension et la résolution des menaces et des conflits aussi beaucoup plus complexes. Il faut juste faire attention à une chose, et là je reviendrai quand même vers le premier forum de la paix de Paris, où on a commencé à parler dans un mot anglais de multi-stakeholderism, c'est-à-dire de dire qu'il y avait plus que les États qui étaient capables de gérer les relations internationales, et où, par exemple, le président de Microsoft, avec un PowerPoint magistral, nous expliquait à un certain moment, champ de bataille cyber, c'est vraiment difficile, c'est vraiment dangereux, vous avez besoin d'aide. Et puis, le slide suivant, c'était
un pompier américain qui sortait du feu avec un enfant sur son bras, et la même personne nous disait aussi on va vous aider à sortir de ça, on va être votre partenaire en multi-stakeholder pour trouver une solution. Donc vous avez effectivement une personne qui vous... Enfin, tout le monde de la tech qui a créé ça nous a quand même mis un peu dans un monde qu'on a difficile à gérer, qu'on a difficile à comprendre, et dans lequel les États, par rapport au secteur privé, par exemple, ont plus de difficultés de prendre leur marque, et qui, dans la même phrase, vous dit mais maintenant je vais vous aider à quelque part régler le problème que j'ai créé moi-même. Et donc vous avez tout à fait raison de dire que c'est un environnement qu'on ne maîtrise pas plus que ça. C'est un environnement qui fait partie de cette stratégie dont je vous ai fait part. Et juste pour terminer mon intervention, quand vous regardez aujourd'hui en Europe, le nombre de personnes qui se lèvent chaque matin au niveau public, le nombre de personnes qui se lèvent chaque matin pour nous protéger au niveau de l'espace cyber, si je suis vraiment sympa aujourd'hui, c'est vendredi après-midi, je me laisse aller, 15 à 20 000. 15 à 20 000, mais je suis vraiment super sympa. Si vous regardez les chiffres, au niveau russe, on est autour de 50 000. Tous les matins en Chine, entre 120 et 150 000 personnes se lèvent pour nous influencer dans ce champ de bataille cyber. Juste pour vous donner une idée, 1999, la stratégie dont je parlais, 2001, donc le temps de transformer une stratégie en concept, en doctrine, avec les plans et les capacités. 2001, vous voyez le nombre d'adresses IP en Chine qui part de manière exponentielle, et ça continue encore toujours maintenant. Et donc, il faut effectivement se rendre compte, quand vous faites votre analyse de risque, du risque auquel vous faites face. Et ça, c'est le monde cyber, c'est clairement un outil dans la guerre hybride à laquelle nous faisons face, et dans lequel nous n'avons pas investi. Quand on regarde les investissements aujourd'hui, qui pour moi sont faits sans stratégie, et les capacités sont généralement à la fin d'une analyse stratégique sécuritaire, on fait un investissement capacitaire, mais on ne sait pas pour couvrir quelle menace et aller dans quelle direction avec notre pays ou avec l'Europe. Ça, c'est pour moi le problème à ce niveau-là, c'est un problème qui est plus général, plus générique. C'est un manque de vision, un manque de stratégie, un investissement face à quelque chose qui se passe maintenant, et ne pas être prêt à la prochaine crise. Quand vous regardez toutes les crises auxquelles on a fait face, que ce soit la crise économique en 2008-2010, l'impact du terrorisme, le Covid, la guerre en Ukraine et bien d'autres, il n'y avait rien dans le tiroir. Et au niveau militaire, j'étais militaire avant, on avait l'habitude de s'entraîner et d'avoir des dossiers dans le tiroir. Et quand ça se passait, on était entraîné, on sortait le dossier, hop, c'était parti. Au niveau géopolitique, au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de dossier dans le tiroir au niveau de la gestion de crise. Donc chaque crise est gérée au moment où elle se passe, sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des événements, et sans préparation. C'est pour ça qu'on est dans la situation actuelle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas ce tiroir avec les plans de contingence. Je vais un petit peu réagir. En fait, j'abonde dans votre sens sur la question des investissements dans le cyber. Au niveau de l'Union européenne, c'est quand même un sujet qui est traité, notamment sur la façon de contrer les attaques cyber. Au niveau de l'OTAN, c'est aussi un sujet qui est traité dans la façon de conduire des attaques cyber. On est dans le domaine, je dirais, de la défense, mais enfin au sens de l'offensive. Donc ce sujet commence à être traité. Il faut savoir qu'en fait, on est tous les jours sous le coup d'attaques cyber. Tous les jours. C'est bien pour ça que je disais l'extension du domaine d'emploi des forces. Le cyber est devenu un champ comme un autre d'attaque. Le seul problème en fait du cyber, c'est qu'il est très difficile d'attribuer l'attaque. Donc quand vous ne savez pas ou quand vous ne pouvez pas officiellement dire ça vient de tel ou tel pays, vous ne pouvez pas dire mais je rentre en guerre à cause d'une attaque cyber. Et quand je dis ça, c'est pas... Attention, une attaque cyber, ça peut bloquer, c'est ce qui s'est passé en Autriche, je crois, tous les établissements hospitaliers, ça peut bloquer les systèmes bancaires, donc ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur le fonctionnement normal d'institutions, d'un État, d'un pays, etc., et sur ses citoyens. Donc ce sont des vraies attaques. Ce sont des vraies attaques avec des effets, des véritables dommages. Mais le problème, c'est véritablement ça, c'est comment attribuer l'attaque, et dans ces cas-là, est-ce qu'on est en droit de réagir, et comment peut-on réagir? Donc il faut effectivement, face à des attaques cyber, il faut être capable de les contrer, il faut être capable éventuellement de les prévenir, de les anticiper. Et ça, je suis d'accord, c'est un champ qui est encore un champ qui doit être développé en Europe.
On va passer encore une question. Juste, je voulais faire un petit point. Il reste 10 minutes. Donc, si on veut prendre beaucoup de questions, il faut répondre très succinctement. Oui, bonjour à vous. Donc, ici. J'avais une question par rapport au plan américain de l'Inflation Reduction Act, qui est donc un gigantesque plan d'investissement et de subvention de l'industrie énergétique, industrie lourde, j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que c'est, selon vous, si ce n'est une déclaration de guerre économique vis-à-vis notamment de la Chine, mais aussi dans une moindre mesure vis-à-vis de l'Union européenne ? Très brièvement, puis après je laisserai de plus grands experts. Ça n'est, pour moi, pour nous, ce n'est pas une déclaration de guerre. Ce sont justement les stratégies industrielles qui se mettent en place face à un environnement dont on a simplement reconnu le changement de modèle. On se dit, tiens, le libre-échange, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux comme solution, donc on va proposer des stratégies alternatives. Ce qu'il faut voir, c'est que l'IRA a 3 objectifs. L'IRA a un objectif de réduction de l'inflation, donc de lutte contre l'appauvrissement. C'était quand même ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était un objectif de réindustrialisation verte. Donc, et la réponse européenne, ça a été d'ailleurs le Green Road Plan, ou je ne sais plus comment, enfin le plan vert, avec plus ou moins de succès. Et puis le troisième point, c'était effectivement, par rapport à la préoccupation américaine de déclassement technologique vis-à-vis de la Chine, c'était de dire, maintenant, on prend les mesures qui s'imposent. On a vu que finalement, l'entrée de la Chine à l'OMC, et il y a eu la fin de l'illusion, je dirais, sur la démocratisation ou l'intégration de la Chine dans le jeu international par son entrée à l'OMC. Et qu'au contraire, elle a dominé le marché, elle a conquis des marchés, etc. Et donc, c'est simplement cette réponse à une Chine dont on craint dont les Américains craignent qu'elle ne prenne aussi sa place sur la question des technologies. Elle se développe d'un point de vue militaire avec un budget militaire exponentiel là aussi. On est à 8 à 10% du PIB en fait. Et puis on est justement sur la recherche de technologies. La Chine est aussi celle qui produit le plus, qui a le plus de ressources en terres rares et autres, et qui importe et exporte le plus de ces matériaux énergétiques. Donc c'est simplement, ça n'est pas une déclaration de guerre, c'est beaucoup plus, je pense, une certaine lucidité, peut-être une certaine forme de cynisme sur la façon dont on voit évoluer le commerce international et sur aussi les objectifs d'un État vis-à-vis de sa population. Je veux dire, si on fait le constat d'un appauvrissement et notamment de la classe moyenne, si on fait le constat de l'incapacité d'attirer les industries américaines vers du développement vert, eh bien dans ces cas-là, on agit en conséquence. Mais ce n'est pas, ça peut être perçu, et notamment le CHIP Act et les actions qui sont conduites récemment pour interdire l'exportation à la Chine de tout composant permettant la fabrication de semi-conductteurs. C'était notamment le cas aussi sur, je dirais, sur les Pays-Bas. C'était ASML les États-Unis ont interdit à ASML d'exporter leur technologie qui permet la construction de semi-conducteurs. Donc ça, oui, on rentre plus dans une logique de guerre économique. Mais l'IRA, dans ses objectifs généraux, n'était pas une déclaration de guerre en tant que telle. Alors... Oui, j'abonde dans ce sens. De toute façon, comme l'OMC ne marche pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors vous avez eu l'European Green Deal, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est une souris par rapport à l'IRA. Mais en même temps, ça exprime bien ce que veulent les Européens. Ils ne veulent pas subventionner une activité pour créer de la productivité. D'ailleurs, vous voyez bien la discussion aujourd'hui en France et la remise en cause du crédit d'impôt recherche qui est associé à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire exactement faire l'opposé de ce que fait l'IRA. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, il y a quand même une petite interrogation. Alors, bien sûr, vous pouvez vous dire, les moyens peuvent changer. Nous pensons, nous, peut-être Européens, qu'il vaut mieux procéder pour aller dans le sens de la transition écologique, dans le sens des interdictions.
les Américains ont pris plutôt dans l'idée je parie sur les innovations vertes et donc je subventionne les innovations vertes. Mais regardez bien que du point de vue du commerce international, si les États-Unis se trompent d'objectif, elles se tirent une balle dans le pied parce qu'elles dépassent de l'argent pour rien du tout. Donc quelque part, par rapport au commerce international, vous voyez qu'il y a bien une distorsion, mais en même temps, cette distorsion, elle peut tout aussi bien, et nous le verrons ex post, jouer contre les États-Unis que jouer contre l'Europe. Ce qui est certain, c'est que normalement, si l'OMC fonctionnait, et je fais partie de ceux qui pensent qu'elle devrait fonctionner, que les Américains devraient nommer des juges, elle permet de mieux égaliser les conditions de la concurrence et normalement quelque chose comme l'IRA serait passé devant un panel de l'OMC. Oui, bonjour, merci de la transition, justement. Je suis un peu étonnée et je ne voudrais pas qu'on termine sur une notion anxiogène, puisqu'on a parlé beaucoup de guerre et de guerre économique. Il me semble quand même que dans le champ des relations internationales, les relations commerciales donc internationales sont celles où on a le plus de recours. Vous n'en avez pas du tout parlé. Il y a des tribunaux quand même. Alors, l'OMC... Bien sûr, c'est une chose. Moi, je croyais naïvement que l'OMC, ça servait à démanteler les barrières tarifaires. Je ne sais pas si elle a dans son mandat de faire tout ce qu'on lui demande là aujourd'hui, d'autant qu'on est là, véritablement, dans une guerre commerciale, mais entre États. Donc une guerre de politique économique entre la Chine et les États-Unis qui paralyse d'une certaine façon peut-être un certain nombre de décisions qui pourraient élargir le mandat de l'OMC. Bon, ça c'est une chose. Mais j'aurais aimé vous entendre davantage pour pas terminer sur une notion anxiogène. Il y a suffisamment de problèmes comme ça dans le monde. Rassurez-nous, le commerce international, si on a un différend ou un contentieux, on peut quand même aller devant un tribunal commercial. Si un tanker pourrit vos côtes, vous pouvez le poursuivre, vous pouvez poursuivre l'armateur, ça s'identifie, ça se trouve. Voilà, rassurez-nous quand même. Alors, quand il y a des différends commerciaux à l'échelle internationale, le droit international s'applique. L'organisme de règlement des différends au sein de l'OMC, son objectif, sa vocation d'être, c'est précisément de régler les problèmes de politique commerciale entre pays. Donc tout ce dont on a parlé, c'est exactement du ressort de l'OMC. La guerre commerciale sino-américaine, c'est de l'ordre de l'OMC. Les subventions à la production et les mesures discriminatoires sur l'importation de certains types de biens ou sur les subventions dans des politiques industrielles, c'est de l'ordre de l'OMC et c'est effectivement parce que l'organisme de règlement des différends de l'OMC ne fonctionne pas qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité sur ces points très précis, pas sur les guerres, pas sur de régler les problèmes de guerre commerciale. Juste à ajouter que l'OMC est effectivement pour les politiques économiques. Elle va donc plus ou moins s'intéresser aux conditions de la concurrence. C'est-à-dire deux entreprises qui n'ont pas de rapport entre elles, si ce n'est qu'elles sont concurrentes pour le même contrat ou pour le même... Maintenant, madame, vous avez tout à fait raison. Pour le reste, dans le commerce international, c'est la loi du contrat. Alors tout dépend où vous avez passé votre contrat. Si vous l'avez passé à New York, à Londres, à Paris, bon, vous avez des lieux et là vous tombez sur des juridictions qui peuvent imposer des pénalités. Et si vous voulez rester inséré dans le commerce international, eh bien vous devez vous soumettre. Et ça fonctionne pas trop mal dans l'ensemble. Dès lors que le politique n'a les conditions de la concurrence, parce que l'OMC juste va, lui, non point s'intéresser au contrat, mais aux conditions de la concurrence. Voilà. Donc bonjour, j'avais une question pour revenir à un des sujets précédents. Que pensez-vous justement de la forme de dépendance chinoise à laquelle l'Occident est soumise sur le plan commercial et plus particulièrement sur le plan maritime. Commercial maritime. Je crois que c'est ce qui nous place vraiment dans une situation tout à fait exceptionnelle d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de précédent. Cette très forte interdépendance dans un contexte de très forte compétition stratégique qui fait que, je dirais à la fois justement,
ça nous empêche de définir des stratégies communes. On le voit au niveau de l'Union européenne, où on a finalement des intérêts parfois divergents entre États dans nos relations avec la Chine, alors que, je dirais à l'inverse, ça devrait nous inciter à définir des positions communes pour pouvoir dire voilà comment on va traiter le problème chinois. La question maritime, elle est un petit peu à part. Je pense qu'en fait, la question maritime, c'est surtout celle du commerce maritime. Le commerce maritime, c'est 90% du commerce international. Donc, je pense que là, on est plutôt sur des problématiques de chaîne d'approvisionnement. Et là, on rentre un peu dans notre sujet des conflits régionaux et comment les conflits régionaux ont un impact sur ces chaînes d'approvisionnement. On voit bien lorsque le porte-conteneur a été bloqué dans le canal de Suez, en 3 jours, il y a eu une perte de plusieurs dizaines de milliards pour les entreprises qui passaient régulièrement par là. Le sujet, c'était est-ce qu'on va passer par le Cap de Bonne-Espérance, et donc ça prend une semaine de plus une semaine de pétrole en plus consommé, etc. Pareil, là, avec en mer Rouge, sur la question du commerce international. Pour l'instant, les flux maritimes sont quand même freinés, parce qu'il y a une peur vraiment de se retrouver avec un missile sur le bâtiment. Donc voilà. Donc ce n'est pas le commerce maritime de la Chine qui est en tant que tel, c'est plutôt la façon dont ça va être distribué. Et justement, pendant le Covid, on a bien vu cet arrêt des supply chains, des chaînes d'approvisionnement, qui est un vrai problème pour le commerce et géré pour notre sécurité économique et nationale. Mais sur la Chine, justement, pour moi, je n'ai pas de réponse à votre question. Cette interdépendance fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une stratégie claire, ni vis-à-vis de la Chine, ni vis-à-vis même de notre propre réindustrialisation. Et c'est aussi peut-être le sens à la fois de l'IRA, vis-à-vis de la Chine, mais c'est aussi le sens du rapport de Mario Draghi au niveau de l'Union européenne, demandant à l'Union européenne de se réveiller pour éviter ce déclassement technologique et industriel. De fait, le commerce, le trafic maritime chinois vient du commerce de biens. Hein. On ne peut pas dire qu'il soit dominant, il est lié aux biens qui sont importés de Chine ou qui sont exportés vers la Chine. Donc il n'y a pas de problème. Si j'échange avec Singapour, je ne passerai probablement pas par un bateau chinois. Hein. Donc faites attention, ça ne concerne pas l'ensemble du trafic. Le vrai problème et le véritable enjeu à l'heure actuelle du trafic maritime, il se trouve, comme disait Madame, sur Bab el-Mandeb et sur le canal de Suez. Mais à l'heure actuelle, les 2/3 du commerce, de la chute du commerce qui passait par le canal de Suez a été remplacé par un trafic sur le cap de Bonne-Espérance, mais qui coûte entre 250 et 300% plus cher. Je ne sais pas à quel point on est... Enfin, en tout cas, on arrive au terme du débat. Je suis désolée. Il est 15h30. Je suis censée tenir l'heure. Donc, on va s'arrêter ici. Merci à tous pour vos questions. C'était très intéressant.